Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette première étape du Tour d'Italie. Ça a été une démonstration d'un coureur belge. Si vous vouliez avoir du spectacle, peut-être un peu plus de suspense, il fallait aller sur la Vuelta féminine, où là il y a eu du spectacle avec un gros retournement de situation. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous invite à regarder cette étape, elle est très intéressante, parce que je ferai un débrief, je rappelle, sur la Vuelta féminine des deux dernières étapes en une seule vidéo, parce qu'il y a le Giro. Et le Trobroléon également. Et on a eu une belle victoire de Gaia Realini devant Van Vleuten et une Demi-Vollering qui s'est fait avoir à plus de 70 km de l'arrivée. Mais là, sur ce Giro, ça a été un peu moins surprenant, on va dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Première question dans les commentaires. Moi, je vais vous donner mon avis là-dessus, mais est-ce que vous pensez que la course est déjà bouclée? Je vais peut-être... C'est même ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais me poser la question sur l'onglet communauté. Il y aura un petit sondage du côté de l'onglet communauté à 21h. Est-ce que pour vous la course est déjà finie? Est-ce que pour vous Remco Evenepoel a déjà gagné le Giro? Ça sera ça la question. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez mettre un super thanks si vous voulez soutenir la chaîne, EPS 2.0 sur le podcast, Spotify, Deezer, Amazon, entre autres. Et pour finir, TikTok, vous avez le débrief de l'étape tous les soirs rapidement. Et puis peut-être que s'il se passe des choses sur certaines étapes, on fera des petits débriefs importants en cours d'étape. Ça pourra arriver également sur ce Giro. Bon, on commence tout de suite avec cette première étape. C'est un contre-la-montre 20 km avec, je dirais, 17 km de plat et 3 km de montée du côté d'Ortona. Et à ce petit gelé-là, eh bien, Remco Evenepoel a été intouchable. C'est-à-dire que dès le premier intermédiaire, je vois qu'il a 20 secondes d'avance sur tout le monde. Je me dis, bon, bah ok, t'es en train de manger une tarte aux pommes pour tout vous dire. Là, je me suis dit, ah, bon, bah voilà, la course va être différente. Je m'attends, je vous avais dit, je m'attendais à ce qu'il gagne le chrono par rapport à Ghana et par rapport à Roglic. Mais de là à coller 20 secondes à tout le monde, non. Moi, je pensais qu'il y aurait peut-être 4-5 secondes sur Ghana, que Roglic serait à 10-12 secondes. Là, Roglic, ce soir, il est à 43 secondes. Et Roglic fait pas un mauvais chrono. Roglic, il est dans le même temps que Stefan Kung. Remco Evenepoel a été au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait Remco Evenepoel, tac, et les autres. Impressionnant. Non, mais vraiment impressionnant. Alors, c'est toujours impressionnant de voir Remco Evenepoel. C'est la position sur le vélo déjà. C'est bien d'être performant, c'est bien d'être costaud, mais je trouve que sa position sur le vélo, c'est difficile de faire plus compact que Remco Evenepoel sur un vélo de contre-la-montre. C'est-à-dire de faire plus aéro que Remco Evenepoel, c'est très compliqué. Il est déjà positionné très bas, contrairement à Bruno Armirail par exemple. Le guidon est très bas. Il n'a pas un guidon qui est très bas et surtout, il a le truc le mieux possible, il a la tête rentrée, comme ça. C'est-à-dire qu'il utilise un guidon coudé, qui je pense est le meilleur guidon de contre-la-montre. Ceux qui ont encore des prolongateurs droits, je ne comprends pas parce qu'il faut vraiment des guidons coudés. Donc lui, il a le guidon coudé, c'est-à-dire les guidons qui font comme ça. Donc il se met en position comme ça. Je vais vous faire un petit peu du Remco Evenepoel, c'est une imitation, vous allez voir, c'est magnifique. Il a les guidons comme ça et il a la tête rentrée complètement. Et là, vous voyez qu'en termes d'aéro, vous êtes parfait. C'est ça. Il est fort physiquement, mais en plus, il sait parfaitement gérer sa course. Je dirais presque qu'en plus, Remco Evenepoel, il est presque parti trop fort. C'est-à-dire qu'au niveau gestion de course, sur le dernier intermédiaire, il ne fait pas forcément le meilleur chrono. Je ne sais pas si certains ont pris les chronos partiel par partiel, on va dire comme en Formule 1, comme en qualif. Mais sur la dernière partie, la montée vers Ortona, il perd du temps sur Almeida, il doit perdre 1 ou 2 secondes sur Almeida.
Je pense que sur Guggenhardt aussi, Guggenhardt a été très fort dans la dernière partie de course. Mais Remco Evenepoel, sur la portion de plat, il domine tout le monde. Il met une branlée à tout le monde. Et puis je pense que il avait envie de faire mal à ses adversaires. Il avait envie de faire très très mal à ses adversaires. Alors grande question, est-ce que le Giro est gagné? Moi j'ai envie de dire que non. Roglic a été dans la même situation en 2019. Qui gagne le Giro? C'est Carapaz. Il se retrouve dans une situation qui va être compliquée. Pourquoi? Il a montré aujourd'hui qu'il était très fort, Remco Evenepoel. Maintenant, tous ses adversaires savent qu'il est très fort. C'est-à-dire que dès qu'on va voir Remco Evenepoel dans un groupe, on ne l'aidera pas. Et ça peut être un problème. Ça peut être un problème si vous avez dans le même cas que Carapaz. C'est-à-dire si vous avez un coureur, imaginons Kemna. Pour l'instant, il est loin, Kemna. Hein. Il s'est pris une branlée aujourd'hui. Il est à 1,23. Il est tout en bas. Imaginons, et après le chrono de 35 bornes, il est à 3 minutes, Kemna. Oui, mais sur les étapes qui suivent de montagne, il peut peut-être reprendre 4 minutes d'un coup si tout le monde se regarde et que personne ne veut aider Evenepoel. Ce qui peut arriver, vraiment. C'est pas... Et il va pas falloir qu'il ait de coups de moins bien, parce que le jour où il a un coup de moins bien, je peux vous dire que tout le monde va l'attaquer. Le jour où il a une crevaison, tout le monde l'attaque. Ça, c'est quasiment sûr que ça peut se passer comme ça, parce que là, il a montré qu'il était très fort. Je suis pas sûr que ça a plu à tout le monde. Donc à partir du moment, ça va pas être facile. Et puis, bon, il va falloir se débarrasser du maillot rose. Parce que tenir 3 semaines avec le maillot rose, ben, au niveau équipe, ça va demander vraiment une vraie équipe très solide. Et ça, c'est vraiment pas facile. Vous savez, sur les grands tours de ces 10-15 dernières années, à part Nibali, qui a pris le maillot au bout de 3 jours de course sur le Tour de France 2014 et qui l'avait perdu un jour, en passant, je crois me rappeler, c'était Galopin qui l'avait récupéré un jour de tête. Bon, il faut un moment se débarrasser du maillot parce que il peut pas le garder pendant 3 semaines. Donc moi je dirais que Remco, il y a l'étape 3, il y a l'étape 4, je pense plutôt l'étape 4. Bon, lui il a dit mardi, normalement il va tenter de se débarrasser du maillot. Après il faut voir s'il n'y a pas d'autres équipes qui décident de rouler ce jour-là juste pour qu'il conserve le maillot rose, parce qu'il peut y avoir également des stratégies comme ça. Mais il sait qu'il le retrouvera sur le contre-la-montre. C'est-à-dire que même s'il y a un coureur qui est à 3 minutes, 4 minutes, il va le retrouver sur le chrono de 35 bornes. Donc, mais à partir du moment où il aura le maillot sur le contre-la-montre de 35 km, qui arrive, hop, le 9e jour, à Cesena, on sait très bien qu'ensuite, il va garder le maillot. C'est-à-dire à partir de Cesena, donc fin de première semaine, il va garder le maillot jusqu'à l'arrivée, il ne pourra plus le perdre. Et il va falloir voir comment il va tenir la pression de ce côté-là. Bon, Ghana 2e, 22 secondes. J'ai envie de dire c'est le meilleur des autres. Il pourra se dire ça. Filippo Ganna, ça reste un bon coureur de contre-la-montre. Hein. Le problème pour Ganna, pourquoi l'écart est aussi important? Le chrono n'était pas très technique. Le chrono était en 2 parties. Et lui, la première partie lui convenait très bien. La deuxième partie de course lui convenait beaucoup moins bien. Et surtout, c'était pas très technique, c'est-à-dire que même si la route n'était pas très large à certains endroits, il n'y avait pas beaucoup de virages, il y avait un pif-paf au bout d'1,5 km, 2 km, et puis après c'était quasiment une ligne droite, ce contre-la-montre, et à part les 3 derniers kilomètres, à Ortona, mais c'était quand même des belles épingles, donc voilà, c'était pas extrêmement compliqué de ce côté-là. Bon, voilà, après il a fait sa course, c'est juste que devant il a un extraterrestre et que lui il était un peu derrière. Ça m'a rappelé Evenepoel, alors bon ça va faire crisser des dents, ça m'a rappelé contre-la-montre, je crois que c'était l'île de Léron ou Noirmoutier, je crois que c'était Noirmoutier, contre-la-montre, Tour de France 2004-2005, c'est un contre-la-montre de 30 bornes, le jour où Lance Armstrong rattrape Jan Ullrich. Ça m'a fait penser à la même chose. Remco Evenepoel, il a dominé. Voilà. Je ne sais pas s'il va dominer le tour comme pouvait le faire Lance Armstrong grâce au dopage. Remco Evenepoel, il n'y a pas de dopage, mais il a été impressionnant. Il m'a fait penser vraiment à ces contre-la-montre-là dans les années 2000. On avait des contre-la-montre très longs où c'était assez souvent qu'il y avait des coureurs qui se faisaient rattraper. Là, il a été phénoménal.
Donc Ghana deuxième. Joao Almeida, très belle perf de Almeida. Hein. Parce que moi j'avais plutôt misé sur Jevine, je mise toujours sur Jevine sur le général, mais Almeida il a montré qu'il était plutôt en bonne condition physique. Il fait vraiment une belle montée, il finit bien fort, hein. Même face à Goguenard, vraiment il finit fort, même par rapport à Evenepoel, je pense qu'il doit lui reprendre 2-3 secondes. Il doit plutôt bien finir. Je sais pas les intermédiaires, j'aurais dû mettre les intermédiaires. Live stat, tiens. Pour voir les intermédiaires, comme ça on saura tout de suite le temps que ça arrive. Il y avait 33 secondes, donc oui il reprend 4 secondes, c'est bien ce que j'avais vu. Et pareil, Goguenard reprend aussi 4 secondes dans la dernière partie de montée. Ce sont les deux seuls qui reprennent du temps vraiment fortement, parce que Roglic il perd encore une seconde. Et les autres, oui, ils perdent encore un petit peu de temps derrière. Non, mais impressionnant. Almeida sur la dernière partie de montée. Et oui, il va falloir se méfier de Joao, parce que là, il a fait vraiment un bon chrono. C'était en place, c'était bien en place. C'était bien positionné sur sa machine, Almeida. Hein. Il a peut-être profité des nouvelles règles UCI pour modifier sa position. Ce qu'ont fait certains coureurs. Là, il était bien positionné sur sa machine. Donc non, vraiment un très très bon chrono. C'était en place, donc vraiment bien. Goguenard, pour moi, c'est la bonne opération de la journée, Tao Goguenard. Parce que 40 secondes de Remco Evenepoel, ce matin, moi j'aurais dit, oui, c'est une performance tout à fait correcte de Goguenard. C'est-à-dire qu'il soit 40 secondes, je m'attendais à peu près à ce qu'il soit à ce niveau-là. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'il soit quatrième de ce contre-la-montre. Mais il a très très bien géré sa course. Il perd donc beaucoup de temps beaucoup de temps. Il perd un peu de temps sur la portion de plat, mais il s'est réservé pour la dernière partie. Notamment si on compare par rapport à Jevine. Jevine est devant lui au port d'Ortona, c'est-à-dire au deuxième intermédiaire. Il est devant lui, il y a 7 secondes d'écart. À la fin, entre Jevine et Goguenard, vous voyez, il y a 6 secondes. C'est-à-dire qu'il a repris 14 secondes à Jevine. Il a beaucoup mieux fini que Jevine. Il a mieux fini que McNulty, qui pourtant fait partie des coureurs qui ont plutôt bien géré leur deuxième partie de course. Donc vraiment, belle performance de Goguenard. C'est le leader d'Ineos. S'il y avait encore des doutes, vu la performance de Geraint Thomas, c'est vraiment le leader d'Ineos. Et il a fait vraiment un beau contre-la-montre. Vraiment, Goguenard, pour moi, c'est la belle opération du jour. 40 secondes, c'est vraiment bien pour Goguenard. Surtout quand tu vois qu'il finit devant Stefan Kung, il finit devant Roglic. Notamment, il finit devant Jevine, devant Geraint Thomas. Il montre qu'il est en forme, hein, je rappelle. Ce qui n'est pas très surprenant non plus, il est en confiance, il a gagné le Tour des Alpes. La question à se poser avec Goguenard, c'est est-ce qu'il va tenir en 3e semaine ? Voilà, parce que est-ce que le pic de forme n'est pas arrivé un peu trop tôt ? Ça, c'est la grande question. Bon, Stefan Kung, 43 secondes. Ça fait quand même 20 secondes par rapport à Ghana. Donc Stefan Kung, il n'a pas fait peut-être une super performance parce qu'il se prend 20 secondes par rapport à Ghana. Il a eu du mal à trouver le changement de rythme, je pense, Stefan Kung. Ça fait partie des coureurs, je pense, qui ont eu un petit peu de mal dans la montée. C'est-à-dire vraiment ce changement de physionomie à Ortona, où on passait d'un énorme braquet à il faut un peu plus mouliner les jambes. Ça fait partie des coureurs qui ont un petit peu plus souffert dans cette portion-là du côté de Stefan Kung. C'est pas forcément une excellente journée, parce que là, encore une fois, comparé à Remco Evenepoel, c'est pas forcément la bonne idée, mais il se prend quand même 21 secondes par rapport à Ghana. Sur 20 km, ça veut dire plus d'1 seconde au kilomètre. Aujourd'hui, pour Kung par rapport à Ghana, normalement, il a un rendement meilleur par rapport à Ghana, donc ça fait quand même un gros écart. Jevine, 7ème, il est de retour. Moi, il y a quand même une image qui m'a un peu perturbé avec Jevine, c'est qu'à l'arrivée du contre-la-montre, on a eu le sentiment qu'il avait besoin d'arrêter de pédaler. Donc j'espère qu'il n'y a pas une douleur au genou qui est revenue pendant ce contre-la-montre, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais dès qu'il a passé la ligne, il a mis sa jambe, il a déclipsé sa jambe, une de ses jambes. J'espère que c'était déjà pas la jambe qui avait un problème de genou, mais j'espère surtout qu'il n'y a pas une douleur au genou qui est revenue pour Jevine. Ça serait pas top pour le coureur australien. Il finit à 3 secondes de Primoz Roglic. Primoz Roglic, il fait pas un si mauvais chrono que ça. 20 secondes de Ghana, c'est bon à peu près le rendement qui se prend. C'est juste que devant, Remco Evenepoel a été au-dessus. Et c'est vrai que 43 secondes, il sait déjà qu'il va falloir réussir à récupérer du temps un petit peu. Plus le fait que vous avez Tratnik
qui est tombé hier, ce qui fait qu'il se retrouve avec Thomas Gloag, qu'il a plus forcément un gros collectif autour de lui, qu'on ne sait pas si tous les coureurs, en plus, ont fait des stages en altitude, ils sont en forme. Pour Roglic, ça va pas être si simple que ça. Donc Jevan 7, McNulty 8, très bien, il a très bien fini McNulty. Lui, alors il a fait la même stratégie que Geoghegan, c'est-à-dire il s'est dit j'en garde un petit peu pour la fin de course. Il en a un petit peu trop gardé à mon goût, c'est-à-dire qu'il a perdu un petit peu trop de temps sur la première partie. Pendant très longtemps, ça a été le meilleur chrono en McNulty parce qu'il est parti assez tôt. Il est parti pendant que moi je regardais le Tour d'Espagne féminin, donc j'ai regardé ses intermédiaires. J'ai pas vu sa course en direct, j'ai regardé les intermédiaires, mais il a fait vraiment un très bon contre-la-montre. Donc vraiment une belle perf. Après McNulty, on n'est pas surpris, il sait faire des bons chronos, et puis le Giro, ça lui réussit plutôt bien. Geraint Thomas, comme Vlasov, 9 et 10. Pour moi, Vlasov, il doit être dans les temps de Geoghegan, dans les temps de Roglic. Donc il y a 12 secondes. 12 secondes sur 20 bornes, c'est quand même beaucoup. On est sur 7-8 dixièmes au kilomètre de trop. Donc ça fait un peu beaucoup pour Vlasov, je trouve. Geraint Thomas, il doit être devant Geoghegan, il doit être au niveau... il doit être à... Même un peu, il doit être devant Roglic. Donc ça montre qu'au niveau de la condition, c'est pas si incroyable que ça. Et que... Surtout, il se prend 15 secondes par Geoghegan, ça doit faire mal. C'est-à-dire quand tu rentres le soir à l'hôtel... que tu manges face à ton bourreau quasiment, qui a un écart comme ça fait un peu mal. Bon, derrière, Armirail, belle perf du champion de France. C'est l'un des spécialistes du chrono qui s'en est le mieux sorti. Même si, ce qui me choque avec Armirail, je vous disais avec Remco Evenepoel, la tête dans les épaules comme ça. C'est à peu près ça la position de Remco Evenepoel. Voilà, pour vous dire. La position de Bruno Armirail, c'est vous avez les bras qui sont là. Voilà, je vous le fais. Et puis là, je suis à cette hauteur-là. Je suis presque droit, j'ai un buste qui est très haut, au niveau du... Voilà, la tête, elle est au moins 20-30 cm au-dessus. Et puis en plus, mes coudes, ils sont déjà... Il y a déjà une cale au-dessus du guidon qui est de l'ordre de 15 cm. Donc c'est pas l'idéal ça en termes de pénétration dans l'air. Je pense que Armirail aura un vrai travail à faire sur son coefficient de pénétration dans l'air qui doit pas être bon. Pedersen 12, c'est le meilleur des sprinters en termes de chrono, mais 1 minute 02, ça fait déjà un petit peu de temps. Mais ça montre que les jambes sont bonnes. Matthews également bien présent, qui finit même devant Michael Edburn. Will Barta qui confirme, il avait fait des bons chronos sur le Tour de Romandie, il confirme que c'est sur les chronos comme ça un petit peu vallonné, il est pas mal. Van Wilder, belle perf également du Belge, 1-12, donc c'est rassurant pour Remco Evenepoel parce qu'il a au moins un équipier qui est au top, qui est bien en forme. Et puis après, on va descendre un petit peu. Sivakov, on est déjà à une 18. On sait que c'est le troisième homme, on sait que lui il est là dans un rôle d'équipier. Voilà, mais ça montre déjà que vous avez des coureurs loin. Kemna très loin, le champion d'Allemagne, 1,23, ça fait déjà... Il devrait être autour de la minute. Kemna, donc là, il aurait dû être au niveau de Vlasov. Donc là, il y a déjà 20 secondes de trop. Donc Kemna, pas très rassurant. Pas très rassurant la Bora, mais encore une fois, depuis le début de saison, c'est pas des performances incroyables. Eddie Dunbar, 25 secondes, je me serais plutôt attendu à ce qu'il soit aux alentours de la minute aussi, Eddie Dunbar. Vu qu'en plus en montagne, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. C'est pas forcément un chrono incroyable. Bon, Eduardo a fini 26 secondes, 1 minute 26, pardon. Je m'attendais pas à grand chose d'Eduardo a fini et je vais quand même vous dire que je suis quand même déçu. Ça fait quand même beaucoup par rapport à un Bruno Armirail. Ça fait 30 secondes par rapport à un Bruno Armirail. Normalement, Affini, il est meilleur que Bruno Armirail. Donc là, je pense que vraiment, il y a du temps en trop sur le chrono d'Affini. Par exemple, il fait que 1 seconde de mieux que Mats Verschmidt. C'est pas exceptionnel. Mollema, 1,27. Vu sa place dans le classement, c'est pas si mal pour Mollema. Au niveau chrono, ça fait une trotte. Ça c'est clair et net, mais il est à 40-45 secondes de Roglic. Vu le niveau qu'a Mollema aujourd'hui, c'est pas si mal. Voilà, donc ça montre que les jambes ne doivent pas être si mal que ça. Caruso, une 28. Du côté de la Bahreïn, de toute manière, tout le monde s'est pris un petit peu une tôle. Parce que Jack Haig, il est un peu plus loin encore. Il est 38e à une 36.
Donc c'est pas, ça fait déjà beaucoup hein, pour Caruso. Hein. 1,30, Jack Haig 1,36, ça commence à faire des grosses distances, des gros temps à rattraper. Pareil pour Uran, hein. 1,35, ça fait beaucoup hein, là aussi. Bon alors Uran, de toute façon, c'était peut-être pas forcément le leader, mais bon, son coéquipier il s'en sort encore moins bien. C'est fait partie parce que les deux bonnet d'âne du jour, si on devrait dire pour le classement général, bon c'est Thibaut Pinot. Après sur le contre-la-montre, moi je m'attendais pas à des merveilles de Thibaut Pinot. Bon là il y a 20 secondes en trop, mais je m'attendais déjà à ce qu'il se prenne une 15, une 20 dans la tête. Bon il se prend une 23, c'est-à-dire qu'il se prend, au final il se prend une minute par Roglic. Bon, c'était à peu près le scénario que je m'attendais. On sait très bien que c'est plutôt en montagne qu'il va falloir faire des bonnes performances. Non, la mauvaise surprise, c'est Hugh Carty. Hop, je vous le redescends, 57e, quasiment 2 minutes. 2 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Là, pour Hugh Carty, c'est déjà plus la même course. Hein. J'avais dit, quand les écarts sont quasiment à 2 minutes, la course pour la victoire, pour le top 5, je ne vais pas dire qu'elle est finie, mais elle est vraiment mal embarquée. Il va falloir vraiment être très bon en montagne à partir de maintenant. Ça devient plus du tout la même course. Ça devient une course beaucoup plus difficile dans ce genre de situation où il va falloir vraiment trouver des solutions en haute montagne. Et ça va pas forcément être facile. Du côté de la Jumbo-Visma, Rohan Dennis à 2,02. Alors moi, je n'ai pas vu son contre-la-montre hein, parce qu'il est parti pendant que je regardais la Volta féminine. Mais bon, 2,02 pour Rohan Dennis. Alors je sais bien que le contre-la-montre, il a été meilleur à une époque sur le contre-la-montre. Ça me fait quand même un peu beaucoup. Alors soit il l'a pas fait à fond, soit la condition physique elle est pas là. Pour le moment, Buitrago à 2,02 aussi hein, en passant pour la Bahreïn, donc c'est vraiment pas top pour eux. Aurélien Paré-Peintre 2,10, mais bon là aussi hein, c'est un peu comme Thibaut Pinot, je m'attendais pas à des merveilles sur le contre-la-montre. C'est pas un spécialiste, c'est pas forcément un exercice qu'on travaille chez AG2R. Les vélos BMC sont peut-être pas forcément les meilleurs sur le contre-la-montre. Donc voilà, tu rajoutes plein de petits éléments et ça fait assez facilement un gros écart. Malgré tout, de 10, ça veut dire qu'il a perdu 1 minute par tranche de 10 km. Plus d'1 minute. 1,05 à peu près par tranche de 10 km. Voilà. C'est bon, après, un Aurélien Paré-Peintre, l'objectif c'est de finir entre, je dirais, 8 et 15. Donc 8 et 15, on sera aux alentours de 40 minutes, hein, peut-être de débours. Donc là encore, hein, de 10 sur 40 minutes de débours, il peut encore perdre 38 minutes, on va dire. Pozzo Vivo 71e, bon de 11. Pozzo Vivo, il arrive à s'en sortir sur les chronos de 7 à 12-13 km. Au-delà de 12-13 km, souvent le débours est assez important. Et là, c'est le cas pour Domenico Pozzo Vivo. Et puis, le coureur qui a pris une tôle aujourd'hui, là aussi, c'est pas vraiment une surprise. Il va falloir descendre un petit peu plus bas dans le classement. C'est Fortunato. Pense que je vais le retrouver Lorenzo Fortunato. Tiens, Rodi Mollard, il s'est pris 3 minutes. Warren Barguil aussi, hein, 3,08. Mais bon, je pense pas qu'il joue vraiment le général. Il est passé où, Fortunato? Fortunato, 3,14. Bon, on sait qu'il est pas bon sur le chrono, mais on peut quand même faire des efforts, quoi. Il est dans les 30 derniers au classement. Fortunato, je sais bien qu'il est pas bon dans le contre-la-montre, c'est pas sa spécialité. Je pense quand même que, voilà, il l'a peut-être pas très bien, il l'a peut-être pas vraiment fait à fond, ou pas forcément avec les bonnes intentions. Alors également, Eolo Kometa, on est sur des vélos Aorus qui sont pas forcément une marque encore très spécialisée et très performante, je pense, sur le contre-la-montre. Mais bon, quand tu fais le même chrono qu'un Caden Groves ou qu'un Joe Dobrowski, je pense quand même c'est que tu ne l'as pas fait à fond et que tu aurais pu peut-être faire 20 secondes, 30 secondes de moins sur ce contre-la-montre-là. Eh bien, on a fait le tour. Tout le monde est dans les temps. Hein. Alexandro Iacchi est le dernier de la Coratec. Il a fini à 4 minutes 26, mais les délais étaient de 6 minutes 23. Donc, tout le monde pourra repartir demain. L'étape de demain, présentation 7 heures du côté de San Salvo. Ah, je vous ai pas donné ma note du contre-la-montre. Note du contre-la-montre, 15 sur 20 aujourd'hui. Pourquoi 15 sur 20? Parce que j'aime bien ces contre-la-montre-là en deux parties. J'aime bien les contre-la-montre, on a une première partie toute plate, une deuxième partie avec une petite bosse.
parce que ça demande une gestion de l'effort, c'est pas facile à gérer, on a souvent des surprises, et donc j'aime bien ce type de contre-la-montre. Je mets que 15 sur 20 parce que bon, bah, j'aurais aimé un peu moins de domination de Remco Evenepoel, bien entendu, peut-être un peu plus de suspense, mais ça va. Forcément, il y a des coureurs qui doivent attaquer aujourd'hui. Un Roglic, s'il se contente de suivre, il battra pas Remco Evenepoel. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se dégoupiller dans les prochains jours. Et puis Roglic, faut pas non plus qu'il soit abattu, hein. Faut qu'il se serve de son expérience de 2019 où il a 3 minutes d'avance sur Carapaz et Carapaz lui a quand même mis une 30 ou 2 minutes dans la tête alors qu'il y avait 3 contre-la-montre et qu'il devait y avoir 60-70 km de contre-la-montre. Donc c'est pas impossible à faire pour Primož Roglic, mais forcément, bah, il va falloir réussir à se débarrasser de Remco Evenepoel, il va falloir réussir à isoler Remco Evenepoel, mais bon, c'est pas infaisable non plus. Et on a vu, hein, Pogačar sur le dernier Tour de France, certains pensaient que la course s'était finie après la super plongée Belfi, et puis il y a eu un beau rebondissement. Donc demain, présentation de l'étape à 7h entre Teramo et San Salvo. Je sais qu'il y a des gens qui vont le regarder en rentrant du travail, notamment on m'a marqué ça dans les commentaires. Je peux pas le faire à 5h du mat non plus, hein. Il y a c'est des délais au niveau YouTube, on va dire, pour que la vidéo soit vue correctement. Mais donc, je sais que voilà, il y a des gens qui regarderont ça demain matin en prenant leur café peut-être, ou leur chocolat chaud. Et puis donc, n'hésitez pas à répondre voilà, au petit sondage. Est-ce que vous pensez que le Giro est terminé? Voilà, dans l'onglet communauté de la chaîne. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Donc demain 7h, le débrief de cette étape numéro 2 qui sera pour les sprinters. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.